C'est bon? Bonsoir, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je suis Isabelle, la directrice du cinéma Le Grand Action. Et c'est un immense plaisir de vous accueillir aussi nombreux, tellement nombreux que, comme vous pouvez le constater, les derniers d'entre vous sont assis sur les marches et je vous prie de m'en excuser auprès d'eux. Je sais, je promets d'année en année un agrandissement de cette salle. Il va falloir que je le fasse. Je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de cette nouvelle séance du Ciné-Club Univers Convergent au Grand Action. Le Ciné-Club Univers Convergent nous est proposé par l'Institut Henri Poincaré. Mesdames, je vous en prie. Merci. Institut Henri Poincaré, dignement représenté ce soir par Quentin Lazzarotto, réalisateur et responsable audiovisuel de l'IHP. L'IHP est dirigé par Cédric Villani et Jean-Philippe Usan. Et toutes ces séances de ciné-club sont organisées de main de maître par Quentin. Quentin, c'est un bonheur de travailler avec toi depuis 4 ans et demi. C'est un plaisir inouï. C'est aussi passionnant que plaisant. Voilà, c'est dit ça. Merci Isabelle. Plaisir partagé d'être toujours reçu dans ce magnifique cinéma et cette superbe équipe. Alors pareil, j'ai des petites excuses à faire. Alors en fait, le ciné-club est de plus en plus de succès. Et maintenant, les inscriptions, ça se fait en moins d'une demi-heure. Donc 200 places en moins d'une demi-heure, ça fait beaucoup d'inscriptions par minute. Et en fait, les serveurs ne suivent pas forcément. Donc il y a des gens, des fois, qui reçoivent des mails qui ne sont pas les bons. Donc on s'en excuse et on essaie de rattraper toujours au maximum. Voilà. Alors ce soir, nous allons donc parler de Sherlock Holmes, comme nous le dira Isabelle tout à l'heure pour nous présenter le film. Je vous rassure, ce n'est pas moi qui vais animer la séance. Simplement, Jean-Philippe Usan n'a pas pu être là pour la présentation, mais il nous rejoint pour animer le débat. Et Cédric Villani, vous avez peut-être vu, est en campagne en ce moment. Donc en fonction de son agenda, il devrait peut-être nous rejoindre en fin de débat. Voilà, Isabelle, à toi pour le film. Alors, nous allons voir un film absolument délicieux, La vie privée de Sherlock Holmes, réalisé en 1970 par Billy Wilder. Billy Wilder, un des maîtres incontestés de la comédie américaine. Il a dominé la comédie des années 40 à 60, 70, et c'est quelqu'un qui a grandi dans le giron d'Ernest Lubitsch, avec ses camarades Otto Preminger et Joseph Mankiewicz. Ils ont appris les leçons du maître. Les leçons du maître, c'est importance des éléments de décor, fluidité de la mise en scène et caractère rebondissant des dialogues. Les dialogues sont comme des balles vocales, ils sont brillantissimes, ils sont rapides. Billy Wilder s'attaque à tous les mythes de la société, il s'attaque au puritanisme. Certains ont dit qu'il était moraliste, mais en fait, il est surtout contre les fausses valeurs morales bourgeoises. Il s'est attaqué à toutes les fausses valeurs durant sa vie. Là, il s'attaque au mythe de Sherlock Holmes et lui donne une nouvelle jeunesse. Alors, ce n'est plus un vieux célibataire comme on l'avait lu dans Conan Doyle, c'est éventuellement un homosexuel, soignant sa dépression avec diverses addictions, étant très caustique concernant sa réputation sur Fest, se jouant comme un but de lui-même, aimant à se déguiser. Alors, voilà ce qu'il dit de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, dit Billy Wilder, a toujours été un de mes personnages de fiction préférés, comme Cyrano et les Trois Mousquetaires. Ce n'est pas un moraliste, ni un represseur de tort, qui veut livrer les criminels à la justice. Cela, il s'en moque. Ce qui l'intéresse, c'est de résoudre les énigmes. Son grand regret, ce n'est pas qu'il y ait des crimes, c'est qu'il y ait des crimes sans imagination. Et en fait, il dit que en fait, sa quête ultime, c'est lutter contre l'ennui. Alors, ce film est le plus ambitieux de Billy Wilder. Au départ, il était segmenté en 4 épisodes. Il est produit par United Artists, qui est une major qui a fait faillite.
une avant-première lors de laquelle sont présentés ces 4 épisodes et la réception est glaciale. Donc United Artists décide de faire des coupes franches. Évidemment, la structure en épisodes facilite la chose. Donc ils enlèvent 2 épisodes sur 4. Et on en retrouve, alors notamment dans il y a un héritier de Watson qui réclame sa succession, et là vous verrez la trace persistance dans le générique, et un flashback sur les années universitaires de Holmes qui explique son aversion pour les femmes. Alors ça se passe en Écosse, et il est amoureux d'une jeune fille, et il est écœuré que cette jeune fille accepte d'être l'enjeu d'une tombola. Alors, ce film a été, imaginez-vous, fini par le monteur, car Billy Wilder, qui nous réserve toujours des surprises, vers la fin du tournage, part à Paris. Alors, ça reste toujours un grand mystère. Que va-t-il faire à Paris? Il dit, je vais travailler sur un nouveau projet. Alors, quel nouveau projet? Son film suivant, c'est Avanti. Bon. On ne sait pas. Que sont devenus les 2 autres épisodes? On n'en trouve aucune trace, on ne sait pas. Donc, le film est monté est terminé par le monteur. Et alors, donc, Quentin, tu me disais, il a un peu renié ce film. Alors, il a tenu des propos très, en fonction des époques et des interviews, il a tenu des propos très, très différents. Il a dit, au départ, il était furieux. Après, il y a comme une reconnaissance de ce film, donc il a été flatté. Il a dit que finalement, c'était un film très élégant. Il a quand même dit, j'ai réussi à parfaitement reconstituer l'atmosphère victorienne. J'ai réussi à faire un film aussi élégant que ceux de Monsieur Minelli. Et il dit beaucoup de bien du merveilleux comédien Robert Stephens, je vais y arriver, qui joue le rôle de Sherlock Holmes. C'est un comédien qui vient du théâtre. Et il est absolument merveilleux. Il prend le rôle complètement en contre-emploi. Vous le verrez avec du Cole, en peine. Enfin, il est merveilleux. Il égratigne ce mythe. Enfin, il contribue à l'égratigner avec Billy Wilder. Et imaginez-vous qu'il a tenté de se suicider pendant le tournage. Il s'était vraiment imprégné de la peau du personnage. Il y a des films comme ça qui, quand ça part mal. Oui, c'est des films modules. Le réalisateur part à Paris, le comédien principal tente de se suicider. Alors, Billy Wilder est l'auteur de chefs-d'œuvre, notamment Sunset Boulevard, qui est considéré de façon unanime comme l'un des chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma mondial. Et ce film-là est considéré comme un des chefs-d'œuvre de Billy Wilder. On reconnaît en fait la mélancolie de Billy Wilder, et on reconnaît bien entendu sa causticité, évidemment, mais derrière sa causticité, il suffit de gratter un peu, on retrouve son immense sensibilité, et ça, vous en aurez la confirmation ultime dans la scène finale. Merci Isabelle pour la présentation. Oui, je crois que c'est difficile pour un réalisateur d'aborder des sujets qui le passionnent autant. C'est-à-dire, c'est un rapport entre les passions qu'on a sont parfois difficiles à traîner en film. Et Billy Wilder était vraiment fasciné par Sherlock Holmes. Ça explique peut-être aussi l'amour-haine qu'il avait avec le film. Et du coup, Sherlock Holmes, c'est un personnage qui s'est profondément disséminé dans la culture populaire, notamment britannique et après mondiale. Et du coup, nous avons 2 grands fans ce soir pour en parler. Et vous allez voir, il y a un lien qui va être fait avec la science et les mathématiques. Alors, je vais vous demander de les applaudir, nos 2 intervenants qu'on verra tout à l'heure. Je commence par Jean-Sébastien Rowe. Tu peux te lever. Qui est donc le directeur de l'Institut médico-légal de Strasbourg. Et oui, c'est une passion depuis l'enfance, la médecine légale, c'est ce qu'il m'a dit tout à l'heure. Et également passionné de Sherlock Holmes, puisqu'il a un peu appris ce métier dans les livres, et donc il pourra nous parler de toutes les nouvelles techniques modernes que la science met en œuvre dans les enquêtes, et nous raconter un petit peu aussi ce que c'est que l'ambiance des enquêtes. Et aussi Jean-Pierre Krauser. On peut applaudir.
Alors Jean-Pierre, il est donc, je lui ai demandé tout à l'heure comment le décrire, et donc il faut dire qu'il est holmésien. Alors on peut aussi dire sherlockien, mais apparemment c'est aux États-Unis qu'on dit ça. En France, on prend le nom de famille, donc on dit holmésien. Donc grand connaisseur de toute la série de Sherlock, incollable. Il est membre de la société Sherlock Holmes de France. Il est créateur de jeux. Il a notamment créé un jeu pour l'Institut Henri Poincaré que vous pouvez trouver sur les App Store, les applications qui vous permettent de faire un jeu de pistes mathématiques avec des enfants dans le 5e arrondissement. Et il est en fait également ancien mathématicien. Donc la boucle est bouclée. Voilà pour ce soir. Je crois qu'on est prêt à lancer le film. Ouais. Donc, comme dit souvent Cédric, les mathématiques ont permis la création de ces magnifiques outils, mais pendant 2 heures, on va les couper. Et très bonne projection à vous. Et le déroulé de la soirée. Le déroulé de la soirée, pardon. Donc, après le film, on a un débat d'1 heure. 45 minutes pour que Jean-Pierre et Jean-Sébastien nous parlent un peu de leur métier, de leur ressenti du film, et 15 minutes pour les questions. Ensuite, Anaïs de la librairie Caribe nous présentera sa sélection de livres un peu spéciale ce soir, vous verrez. Et on terminera comme d'habitude par un cocktail convivial. Eh bien, dans un premier temps, excellente projection. Billy Wilder, the man who gave you the apartment and some like it hot, now reveals the private life of Sherlock Holmes. Dr. Watson in his lifetime recorded some 60 cases demonstrating the singular gift of his friend Sherlock Holmes. But there were other adventures, which for reasons of discretion were withheld from the public. Adventures which involved matters of a delicate and sometimes scandalous nature. The private life of Sherlock Holmes was anything but elementary. My dear Sherlock, there are certain affairs that do not come within the province of the private detective. The public has a right to know these things. Sherlock Holmes was a man of curious habits. And not always what he seemed to be. You have described me as 6'4", whereas I'm barely 6'1". Madame says you are shorter than she thought. Oh, I didn't mean to be. I hope I'm not being presumptuous. But there have been women in your life. I thought I would never find you. It's been such a long time. I found her body quite rewarding, especially the palm of her right hand. Midgets. What is it indeed that feeds on canary birds and sulfuric acid and has an engine for a heart? Open that door. Sherlock, when I said drop this case, it was not merely a suggestion, it was an order. By whose authority? By the authority of Her Majesty's government. Holmes, you better take this with you. Your client isn't Madame Valador. It's the Imperial German government. Holmes, I saw it. The monster. It's getting closer and closer. It took a genius to cover up Sherlock Holmes' vices, blunders, and bizarre tastes. Sherlock Holmes was a genius. The private life of Sherlock Holmes was anything but elementary. Bon, pour les aficionados du ciné-club, vous remarquerez qu'on a une constance dans le dinosaure depuis quelques séances. Entre Jurassic Park, Riol, où on avait un plésiosaure, et là, une sorte de monstre en carton-pâte. Et pour l'anecdote, en fait, il a vraiment coulé. Hein, l'espèce de machine qu'ils avaient fait en carton-pâte, elle a coulé au fond du lac. Et si vous allez au Loch Ness, il y a un musée du monstre du Loch Ness. Et en fait, dans les années 2000, ils ont fait un scan numérique du fond du lac. Et la particularité du Loch Ness, c'est que c'est un lac où il n'y a vraiment rien, il n'y a pas d'algues, c'est un peu étrange. Et c'est une vraie cuvette. Et en fait, au fond, ils ont retrouvé une forme de dinosaure. Et il y a eu une petite excitation. Et en fait, après, ils se sont rendus compte que c'était le monstre qui avait coulé au fond, en fait, hein, tout simplement. Comme quoi, des fois, la fiction rejoint. Alors, on va accueillir nos intervenants.
Jean-Pierre, Jean-Sébastien. On a un message de Cédric Villani qui s'excuse de ne pas être là, et par contre on a Jean-Philippe Usan qui est bien là. Ouais, vas-y, dis ce que tu as à dire. Ah ben non, moi j'ai tout dit. Juste que je trouve qu'il a fait un mix entre Sherlock Holmes et un peu d'Oscar Wilde en fait, dans l'adaptation, je trouve, avec la misogynie, les petits jeux, les jeux de mots et tout ça, c'est intéressant. Ça s'appelle l'assimilation, le terme cinématographique, quand on fait ça. Merci voilà, Quentin. Ça sert pas à grand chose. Et Monsieur Cinéma, on l'appelle chez nous. Voilà, c'est ça. Bon, bonsoir à tous. Je suis désolé, j'étais pas là tout à l'heure, j'avais mon fiston qui jouait concerto pour violon de Max Bruch à la Sorbonne, là, donc j'ai quitté en plein milieu, c'est pour vous dire à quel point je vous aime. Voilà. Donc ce soir, on va parler de Sherlock avec Jean-Pierre Krauser, qui est donc holmésien, c'est ça, tu préfères Holmésien. Il va nous dire ce que ça veut dire holmésien. Et la différence entre les holmésiens et les sherlockistes, il paraît qu'il y a une grande... C'est un peu comme chez les trotskistes, quoi, il y a différentes... c'est ça, il y a différents courants. Et puis Jean-Sébastien Roll, qui est médecin légiste, et tu diriges la morgue de Strasbourg. Voilà, oui. Accessoirement, oui, le reste du service aussi. Et alors Quentin m'a dit que depuis tout petit, tu voulais dire, voilà, c'est ce que tu voulais faire, et je me demandais, tu vois, comment est-ce qu'on tombe dans la morgue tout petit, comme ça, parce que là, il y a quand même un truc en termes de passion pour les jeunes. Donc ce que j'aimerais bien, bon, on a tous vu, tous les deux, vous êtes passionnés de Sherlock, donc vous connaissez ça très bien, beaucoup mieux que moi, en fait, parce que je dois avouer que je ne suis pas un fan de Sherlock, voilà, je fais mon coming out ce soir devant tout le monde. Nobody is perfect. Nobody is perfect, exactement. Et donc, je ne sais pas comment vous voulez composer, est-ce que vous voulez qu'on commence par un peu replacer en perspective, parce qu'il y a beaucoup de thèmes qu'on peut tirer. En particulier, c'est peut-être dans Sherlock qu'on trouve un petit peu le départ de toutes ces séries et ces films aujourd'hui qui se passent autour de la médecine, de la police scientifique qui fascine un petit peu les jeunes. Et donc, on voudrait peut-être un peu savoir qu'est-ce qu'il y a en termes de science et dans ces disciplines-là. D'ailleurs, quand on préparait le ciné-club, j'étais tombé, je crois que c'est de toi, une série d'articles sur la datation des heures de mort à partir des températures des corps. Et je voulais faire un sujet d'examen avec ça. Et je pense, bon, j'ai pas eu le temps de finir, je te poserai des questions, il y a des trucs que j'ai pas compris. Et donc peut-être, on va commencer avec Jean-Pierre, que tu nous replaces un peu dans le contexte, voilà, Sherlock, et puis on est dans une époque particulière, donc peut-être en termes de la science de l'époque, je sais que tu connais tout ça très bien, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu tout ça? Oui. Donc en général, on considère que la littérature policière débute avec Allan Poe, le Chevalier Dupin. Ensuite, il y a une prolongation avec Gaboriau, l'inspecteur Lecoq, et ensuite arrive effectivement Arthur Conan Doyle qui crée donc le personnage de Conan Doyle. On est vraiment donc au début de la littérature policière. Et donc le personnage de Sherlock Holmes va avoir rapidement un grand succès, donc ça va être un peu l'archétype du détective. Et ce qui est intéressant en comparant avec ce qui se passe à l'époque dans la réalité, c'est que Sherlock Holmes est nettement en avance par rapport à les investigations qui sont réalisées par la police de son époque. Donc, parce que pour remettre dans le contexte, donc, Conan Doyle écrit la première aventure de Sherlock Holmes, une étude en rouge, en 1886, en situant l'épisode en 1881, donc dans la chronologie holmésienne. Sherlock Holmes s'installe à Baker Street et rencontre le docteur Watson en 1881. Donc à une époque où la police scientifique, ça n'existe pas. On peut considérer, disons, que les débuts de la police scientifique ont lieu à Paris avec Alphonse Bertillon sur le problème de l'identification des récidivistes. Et donc c'est seulement en 1883 qu'Alphonse Bertillon met au point sa méthode et identifie un premier récidiviste. Les empreintes digitales dans la pratique ne vont venir qu'à la toute fin du 19e siècle. Et donc c'est intéressant de voir que Sherlock Holmes est un initiateur. Non seulement c'est un initiateur, mais ensuite, il va servir de modèle aux premiers experts de la police scientifique qui vont se pencher sur ce qu'a écrit Arthur Conan Doyle pour en tirer des expertises, des méthodes d'expertise. Donc, par exemple, l'analyse des poussières, l'analyse des boues, l'analyse des traces de pas ou de traces de véhicules. Tout ça existe d'abord dans les aventures de Sherlock Holmes et ensuite, ce sera mis en pratique dans les prémices, dans les premiers laboratoires de police scientifique. Donc, notamment à Lyon,
où Edmond Locard crée en 1910 le premier laboratoire de police scientifique au monde. Et il va écrire en 1924 un ouvrage de vulgarisation qui s'appelle Policier de roman et de laboratoire, où il consacre 60 pages à Sherlock Holmes et où il explique que sa vocation est née en lisant Sherlock Holmes et que Sherlock Holmes a été une source d'inspiration et que tout policier doit d'abord lire Sherlock Holmes avant d'étudier les brochures techniques que lui-même a écrites. Donc Sherlock Holmes est le précurseur de toute la police scientifique. Bon, alors Sherlock Holmes, il a des techniques, il regarde un petit peu. Moi, c'était Tarquinini que j'aimais bien. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Non. Faudra lire. Tu verras comment il parle au corps. De façon très difficile. Tu connais? Bon. Souvent, il faut faire parler ses corps, il faut faire parler les mesures que l'on va faire, et c'est vrai qu'on a souvent, on pourrait penser peut-être que c'est qu'une question de technologie. Est-ce que c'est juste une question de technologie, ou est-ce qu'il y a plus que ça? Comment est-ce que tu vas conjuguer peut-être ces technologies, un savoir scientifique, avec peut-être un savoir-faire, un flair aussi? Est-ce qu'il y a du flair comme Sherlock Holmes pour faire parler un corps? Ah oui, alors contrairement à ce qu'on voit effectivement dans les séries où on met la technologie au premier plan, la technologie ne vient qu'en complément finalement de tout ce qu'on peut observer. Le premier élément technique qu'on utilise, c'est l'œil. Alors après, il y a le nez parfois, mais souvent l'œil. In you go, funny. Guess would be Scotland. Inverness, to be more precise. Inverness? Didn't you notice the paper at the bottom of their cage? The Inverness Courier. L'œil permet de voir les éléments. Si vous passez à côté, vous ne l'analyserez pas puisque vous ne le retrouverez pas. Et donc, contrairement à ce qu'on peut voir, la technologie, c'est pas ce qui fait tout. Dans cette pièce, il y a un meurtre ce soir. On trouve un cadavre demain matin. On va trouver votre ADN. On va être vachement content parce qu'il y aura plus de 200 ADN différents que vous aurez déposés sur les fauteuils, plus les ADN des autres personnes qui étaient dans cette salle avant vous. Donc on va avoir beaucoup trop de traces. Et donc ça ne servira à rien. Et donc finalement ce qui reste dans l'enquête, c'est quand même toujours le pourquoi. L'alibi, la personne qui a commis quelque chose à un moment donné, un acte violent, elle va laisser des traces. Il va y avoir un échange, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Edmond Locard, qui avait des théories qui sont reprises encore actuellement. Il avait un grand principe qui est la base de la police technique et scientifique et de la gendarmerie dans l'investigation criminelle, c'est le principe de l'échange. L'échange, c'est le principe selon lequel, à partir du moment où vous interagissez violemment avec quelqu'un, vous allez laisser des traces qui vous appartiennent sur cette personne et vous allez en emmener avec vous qui appartiennent à cette personne. Donc forcément, il va y avoir des traces de l'agresseur sur la victime et de la victime sur l'agresseur. Outre les traces biologiques, on peut très bien imaginer des coups de poing avec des traces de sang qui vont se retrouver sur les vêtements de l'agresseur et de la victime. Eh bien, il y a également, bien sûr, les traces physiques. Et là est la frontière finalement entre la police technique et scientifique qui va s'intéresser aux traces physiques, alors que finalement le médecin légiste, lui, est très intéressé dans les traces biologiques. Il va s'intéresser à la forme des gouttes qu'il y a sur les murs, qui va pouvoir renseigner sur le nombre de coups portés, par exemple, sur la position dans l'espace de la victime au moment où elle était frappée. Ensuite, on va avoir plusieurs éléments qu'on va retrouver sur le corps, et donc pour le faire parler, il faut l'observer. Il faut savoir ce qu'est un corps normal, vivant, et puis ensuite, une fois que la personne est morte, ce qui se passe. Et là, dans le film, pour rebondir sur le film, vous avez vu qu'à un moment donné, la Fräulein, qui vient d'à côté de chez moi, a une ecchymose sur le front à droite. Et il est conclu très rapidement que forcément, c'est avant de tomber dans l'eau qu'elle a eu cette ecchymose. Look at this. She's had a nasty blow in the head. Could you have hit her head when she fell or jumped into the river? No, the blood had already coagulated. So it would appear that she was the victim of a deliberate attack. Pourquoi? Parce que le sang a coagulé. Alors ça, c'est vrai si la dame était morte.
Là, on pourrait dire qu'effectivement, elle a un coup sur la tête, elle tombe dans l'eau, et c'est pas ensuite en étant mobilisée par le courant qu'elle se serait fait des blessures, puisque l'échymose est telle que sa création nécessite qu'on soit vivant. Donc là, elle est toujours vivante, donc on va un peu trop vite dans les conclusions. Il y avait un autre petit moment où on a aussi la déformation du visage. Quand on meurt, tous les muscles se relâchent, malheureusement, il n'y a pas de mystère. On n'a pas au fond de la rétine l'image inversée du meurtrier. Ça serait vachement pratique, ça serait très très chouette, mais non. Les ongles alors. Les ongles, ça aussi, ça c'est un grand mythe. On a les ongles qui poussent aussi, hein, et les cheveux post-mortem. Non, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a les tissus qui se déshydratent. Et donc forcément, avec le temps, on a l'impression que les ongles poussent, mais tout s'arrête. Lorsque on meurt, tous les médicaments, les produits qu'on a pris, l'alcool qu'on a ingurgité, au moment de la mort, bien, les concentrations qu'on a dans le sang au moment de la mort et 8 jours ou 10 jours après, c'est la même chose. Donc effectivement, pour en revenir à ces constatations, à faire parler le corps, parce que c'est ça qui me plaît aussi dans mon métier, c'est refaire une histoire. Alors pour la petite parenthèse, le médecin légiste n'est pas entouré de cadavres à longueur de journée. À Strasbourg, on voit à peu près 400 personnes décédées par an dans notre service, et on voit 2500 personnes vivantes. Donc on voit quand même, voilà. Mais oui, parce que tous les meurtres ne réussissent pas. Donc forcément, à un moment donné, ils peuvent nous raconter des histoires, alors qui ne sont pas forcément les bonnes non plus, parce que la victime n'est pas forcément une si gentille victime que ça. Donc voilà, faire parler finalement les traces, c'est plus loin un petit peu que faire parler le corps, mais c'est tout à fait vrai, mon métier, c'est vraiment d'essayer de faire parler les éléments qui sont à notre disposition. Et là, pour les faire parler, il y a l'observation, puis ensuite la réflexion sur leur création, avec la partie scientifique qu'on ne voit pas dans les séries, mais on expérimente énormément. Et dès qu'il y a une nouvelle technologie qui nous est apportée, on va essayer en médecine légale de l'utiliser. Et ça a toujours été. Galton a inventé, c'est un Anglais, les Anglais, on leur doit énormément de choses sur le plan de l'identification. Sir Galton avait inventé les empreintes digitales, c'est-à-dire qu'il s'est rendu compte qu'effectivement elles pouvaient être utilisées. Ensuite, vous avez 100 ans plus tard, presque, Sir Alex Jeffreys, qui est aussi un Anglais, qui lui a trouvé finalement l'utilisation de la génétique. Donc, en l'occurrence, pour l'identification, merci messieurs les Anglais, c'est parfait. Après, pour ce qui est du raisonnement médico-légal, on va s'appuyer sur des découvertes. Par exemple, la radiographie qui a été inventée par le professeur Röntgen, qui est venu à Strasbourg, fallait que je le place, pour enseigner un petit peu. Finalement, ce professeur nous a donné un instrument qu'on utilise et qui a été utilisé presque 6 mois après sa découverte en Amérique du Nord, parce que là aussi ils sont très forts les Américains pour utiliser finalement nos connaissances, ils nous apportent pas forcément grand chose sur le plan médico-légal, mais ils savent bien le montrer, et c'est pour ça que vous êtes ici ce soir, je pense aussi, mais la réalité est là, c'est-à-dire l'utilisation très rapide de ces méthodes. Un autre exemple, c'est le scanner. Dès que le scanner a été inventé dans les années 70, à peu près 1 an après, des équipes ont commencé à l'utiliser. On a comme ça des exemples assez réguliers et encore actuels où dès qu'il y a quelque chose qui apparaît, on a envie de l'utiliser parce que il faut pas se leurrer. En médecine légale, on est un petit peu au niveau 1 des connaissances. On a beaucoup de connaissances empiriques. Par contre, vous avez bien compris qu'on étudie des personnes qui sont décédées, victimes de violences, et la recherche scientifique pour recréer des violences sur des volontaires, voire des décès sur des personnes qui le souhaiteraient, ça se fait pas. Donc sur le plan de la recherche, voilà, on se heurte à quelques difficultés et d'ordre éthique, qu'on peut comprendre, je pense. Et donc voilà, on a la nécessité d'utiliser toutes ces technologies et c'est véritablement le défi finalement du médecin légiste actuel, c'est d'être capable d'être à l'écoute de toutes ces nouvelles technologies que des physiciens peuvent nous apporter, que des mathématiciens peuvent nous apporter, et de voir si effectivement on peut les transposer.
on a appris plein de choses là. Alors je rebondis aussi un petit peu maintenant là avec, je retourne vers Jean-Pierre, parce que quand on avait discuté sur Sherlock, il y avait aussi donc cette application que tu avais développée, parce que tu es très, comment dire, versé vers tout ce qui est énigmes mathématiques. Et donc quand on voit Sherlock, on a quand même l'impression de quelqu'un qui, plus que faire beaucoup de mesures physiques en fait, est surtout dans un raisonnement hyper rapide. C'est une sorte de petit génie de la déduction qui croise, qui recroise. À quel point en fait cette image de ce lien à la résolution de problèmes peut nous amener vers les mathématiques. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'inspecteurs mathématiciens par exemple? Tu m'as dit des choses intéressantes sur le rôle des mathématiciens dans les romans criminels. Alors la méthode de Sherlock Holmes, il a défini lui-même, il dit que ma méthode est basée sur l'observation des riens. Donc c'est ça, sa méthode, il y a 3 échelons on peut dire dans sa démarche. Il y a d'abord l'observation, ensuite il y a une phase de déduction ou d'induction, et ensuite une phase de synthèse analytique qui va être effectivement avec l'imagination, avec l'intuition, de reconstruire une histoire à partir des éléments qu'il a pu identifier. Remember that piece of soggy cardboard without a address on it? It was a luggage ticket. The number had rubbed off on my hand. And since she must have arrived from Brussels by the boat train, I concluded that she had checked her belongings at Victoria Station. Donc ça, c'est la méthode de Sherlock Holmes dont vont s'inspirer les premiers experts en police scientifique. Ensuite, donc effectivement, ce qui intéresse Sherlock Holmes, comme ça a été dit au moment de la présentation du film, ce qui intéresse Sherlock Holmes, c'est pas de rendre la justice, et lui, ce qui l'intéresse, c'est de résoudre une énigme. Donc voilà, c'est un problème pour lui, c'est un problème intellectuel, et c'est ça qui va l'intéresser, c'est de trouver la solution à ce problème. Et donc il va utiliser tout un ensemble de techniques. Lui-même se présente donc comme un détective scientifique. Il a des connaissances en géologie, en graphologie, en balistique, voilà. Et toutes ces techniques lui permettent de progresser dans ses enquêtes. Et c'est ce que va reprendre, donc on parlait d'Edmond Locard. Hein. Edmond Locard, donc c'est un des pionniers de la police scientifique. Il invente un concept et une structure. Donc le concept, c'est effectivement le concept de tout contact laisse une trace, et la structure, c'est le laboratoire de police scientifique comme structure pluridisciplinaire qui va rassembler différentes compétences, différentes techniques qui pourront toutes être utiles pour résoudre une affaire criminelle. Donc la question ensuite après, c'était effectivement de savoir quelle est la place des mathématiques dans tout ça. Alors d'un point de vue théorique, on peut dire que la place des mathématiques, il n'y a pas beaucoup de place, mis à part peut-être en cryptologie, tout ce qui est déchiffrage et chiffrage de messages secrets. Effectivement, il y a des techniques mathématiques qui peuvent intervenir, et encore plus aujourd'hui, puisque toutes les données confidentielles, notamment sur Internet, les transactions sont basées sur des propriétés des nombres premiers pour coder notamment toutes les transactions financières. Et alors, on pourrait penser justement que les mathématiciens font de bons détectives, puisqu'en fait, la logique est un peu la même. On a l'idée de rechercher des preuves. Donc, comme en mathématiques, c'est la même idée que dans une démonstration. Donc, c'est l'idée de rechercher la preuve et démonstration, c'est un peu la même chose. Donc, on pourrait penser que les mathématiciens font de bons détectives. Or, dans la littérature policière, je ne connais pas de détective mathématicien. Au contraire, quand il y a un mathématicien en littérature, dans un polar, en général, il est du côté des méchants. Et ce, depuis le début. Donc vous enregistrez tout, je lui ai fait dire ça. Cédric n'était pas là aujourd'hui, je voulais vraiment que ça soit dit en public. Déjà, dès Edgar Allan Poe, une des aventures extraordinaires qu'il rédige, c'est la lettre volée. Et le méchant, dans l'histoire, est un diplomate qui est mathématicien. Et donc, Edgar Poe écrit qu'il faut toujours se méfier des mathématiciens. Ensuite, dans Sherlock Holmes, le seul rival qui finalement s'avère être à la hauteur de Sherlock Holmes, c'est le professeur Moriarty, qui est un peu le pendant du côté du mal par rapport à Sherlock Holmes. Et le professeur Moriarty est un mathématicien. On sait qu'il a écrit un traité sur la dynamique d'un astéroïde, et Watson nous dit que ça atteint des sommets de la pure abstraction. Donc, et personne à son époque a même pu critiquer cet ouvrage.
Il a écrit aussi, il a eu une chaire de mathématiques grâce à des travaux qu'il a fait sur le binôme de Newton. Donc on voit encore une fois que c'est un mathématicien et il est du côté des méchants. Et ça se poursuit un peu même dans la littérature actuelle. Par exemple, il y a un roman qui s'appelle Petit meurtre entre mathématiciens, où là encore une fois... le mobile du crime est un mobile mathématique et le criminel est un mathématicien. Il y a un autre roman policier qui s'appelle Le théorème de Langambie, où là, il s'agit de... parce qu'il y a une récompense qui est donnée à celui qui va découvrir une solution au grand théorème de Fermat. Et donc là également, il y a un meurtre pour acquérir la démonstration de ce théorème. Donc je n'ai pas trouvé aujourd'hui dans la littérature policière de mathématicien qui soit du côté du détective. Alors il y a peut-être une exception dans une série policière, mais que je ne connais pas bien, qui s'appelle Numbers, où là effectivement, la police a recours à un mathématicien pour résoudre des affaires. Mais c'est un cas unique et en général, le mathématicien est toujours du côté du criminel. Bon, c'est bon, la démonstration, là, vous êtes tranquille? Ok, je n'en dirai pas plus, nous sommes en période électorale. Bon, c'est filmé en plus? Oh, c'est terrible. Je vais me faire virer, mais c'est pas grave. Alors, très bien. Donc, tout ça, parce que c'est vrai il faut quand même dire que tu as quand même utilisé ces énigmes pour nous permettre un petit peu d'amener un peu les collégiens finalement à résoudre des énigmes et à faire finalement utiliser ce fil conducteur de l'énigme policière pour résoudre des énigmes plus mathématiques ou de logique. Et ça, c'est aussi une activité un fil que tu utilises plus comme vecteur de vulgarisation, un petit peu. Oui, donc moi, je développe des jeux, que ce soit des jeux de pistes, des jeux enquête, que ce soit sous forme de livrets papier ou d'applications qui peuvent se jouer sur smartphone et tablette. Et donc récemment, j'ai développé pour l'Institut Henri Poincaré, donc une application. Au départ, vous avez peut-être vu dans la présentation, avant le déroulé du film, il y avait enquête chez Poincaré, donc on pouvait une application que tout le monde peut télécharger, une application gratuite que tout le monde peut télécharger donc sur son store. Donc il faut d'abord télécharger une application qui s'appelle Pistes et Trésors et ensuite télécharger le parcours enquête chez Poincaré. Et donc là, l'idée est pour des scolaires de faire le rapprochement effectivement entre l'enquête policière et la démonstration en mathématiques. Et donc le scénario de ce jeu, c'est effectivement une enquête que Sherlock Holmes a menée pour le compte d'Henri Poincaré en 1900 à Paris. En 1900 à Paris s'est tenu le deuxième congrès international des mathématiciens. Et au cours de ce congrès, il y a un mathématicien qui a disparu. Et certains indices, certains éléments de cette enquête de Sherlock Holmes ont été retrouvés dans les archives de l'Institut Henri Poincaré et elles sont mises à disposition du public qui peut refaire cette enquête et se mesurer finalement à Sherlock Holmes. C'est un parcours c'est un jeu de pistes qui se joue donc dans le quartier, autour du Panthéon, autour de l'Institut Henri Poincaré et qui permet de résoudre une enquête avec différentes petites énigmes sur le parcours qui demandent une certaine réflexion un peu mathématique par rapport à ce qui se fait chez les scolaires au niveau cycle 3, cycle 4, donc au niveau entre le CM1 et la 3e. Il y a 2 parcours, chacun destiné à des deux niveaux. Voilà, donc vous pouvez jouer avec Sherlock et Poincaré, donc ça c'est bien parce qu'ils étaient presque contemporains en fait. Ils auraient pu se rencontrer. Sherlock Holmes est né la même année que Henri Poincaré, en 1854. Henri Poincaré s'est marié en 1881, c'est exactement la même année où c'est cette année que Sherlock Holmes rencontre le Dr Watson et ils emménagent ensemble à Baker Street. Ah, vous voyez. Bon, il y a de quoi écrire. Alors c'est vrai que nous, dans nos activités, il y a beaucoup, en fait, on parle de maths, on parle de beaucoup de physique théorique, mais on est très ouvert vers tout ce qui est application. Et en fait, tout à l'heure, là, tu nous parlais un peu de l'application de ces technologies. Et moi, ce qui m'intéresserait de savoir, parce que je pense qu'on a des jeunes ici, ils peuvent se poser cette question. Si on veut devenir, donc toi, tu as voulu devenir médecin légiste très jeune, ça, il va falloir nous expliquer ce genre de choses. Mais imaginons, on veut faire on voudrait travailler dans la police scientifique. On peut se demander, est-ce qu'il vaut mieux commencer par faire de la physique? Est-ce qu'il faut étudier la médecine
médecine? Est-ce qu'il y a des filières spéciales pour devenir... Est-ce qu'il faut rentrer dans la police? Comment est-ce qu'on s'y prend? Ou est-ce qu'il y a plusieurs voies et que finalement, à la fin, on mélange tout ça et puis ça donne la police scientifique? Est-ce que tu peux un peu nous dire comment ces différentes disciplines se parlent? Parce que c'est vrai qu'en France, on a un enseignement qui est assez cloisonné en disciplines, et là, c'est typiquement le genre de discipline d'activité très interdisciplinaire. Comment est-ce qu'on fait finalement? Alors, déjà pour la première question, pourquoi j'ai voulu être médecin légiste, je lisais beaucoup de romans policiers, des Agatha Christie, des Sherlock Holmes, et j'aimais bien la façon de résoudre les enquêtes par finalement la recherche d'une preuve, la recherche d'un élément, l'observation et la déduction. Et c'était une époque où je voulais être ingénieur chimiste. Je trouvais que c'était joli, ingénieur chimiste, et je voyais pas trop 14 ans. Mais tu habitais Strasbourg. Oui, j'habitais un peu plus, et j'étais prix Nobel. Il faut savoir que Strasbourg, c'est la meilleure ville en France, même au monde, pour la chimie. Il y a 3 prix Nobel à l'université de Strasbourg, c'est pas tous les. On a une riche université de ce côté-là, mais voilà, j'ai raté le coche, bon, tant pis. Et donc, du coup, effectivement, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que c'est ce métier de médecin légiste? Et il n'y avait pas toutes ces séries que vous voyez actuellement. Et effectivement, j'ai appris qu'il fallait faire médecine. Une fois qu'on a fait les 6 années de médecine, il faut faire une spécialité. Donc on peut être cardiologue, dermatologue, réanimateur. Moi j'ai fait de la neurochirurgie. Et puis ensuite, pendant 2 à 4 ans, on fait une spécialité complémentaire de médecine légale, où là vraiment on fait les autopsies, on fait les affaires criminelles, etc. Donc c'est un petit peu long, c'est vrai, mais c'est passionnant. Il faut juste être patient pendant les études, parce que c'est vraiment une discipline qu'on peut croiser pendant les études de médecine très rapidement, à la faveur de l'un ou l'autre stage et de quelques cours magistraux, mais c'est finalement en 3e cycle qu'on va vraiment être face aux personnes décédées, aux autopsies et à tout ce qui est médico-légal. Alors maintenant... En médecine, la première autopsie, c'est à quelle époque? C'est dès qu'on commence? Alors la vraie autopsie, ça c'est quand on commence réellement, alors on peut en voir, mais la faire, c'est après la 6e année, donc quand on est interne. Là, on commence vraiment à faire des autopsies. Avant, c'est de la dissection, ce sont des coordonnées à la science et on dissèque en anatomie, donc ça, c'est à partir des premières, 2e années. Et c'est quoi la différence entre une dissection et une autopsie? Mais la dissection se fait sur des corps qui sont conservés dans du formol. Donc en fait, ce sont des corps qui n'ont plus de couleur, plus d'odeur, si ce n'est l'odeur du formol, et donc ils sont là pour que finalement l'étudiant en médecine apprenne dans l'espace les trajets des artères, des veines, des nerfs et des muscles. Donc l'approche est totalement différente. Alors que l'autopsie, réellement, qu'on va aborder en tant qu'interne, c'est une autopsie pour rechercher les causes du décès. Donc ça, c'est un petit peu après. Alors c'est vrai que quand vous voyez toutes ces séries, vous vous dites, ouais, ils font un chouette métier, ils ont des belles voitures, il fait beau. Strasbourg, c'est une belle ville ensoleillée, quand même. Je tenais à le dire. Mais c'est vrai que les métiers que vous voyez à la télé n'existent pas, en fait. Notamment les experts, NCIS, tout ça, ça n'existe pas. En fait, vous n'avez aucun métier où vous êtes celui qui va se rendre sur les lieux, finalement faire un examen du corps, l'autopsie, qui va prendre son petit microscope, qui va faire l'analyse toxicologique, l'analyse génétique quand on est en plus bien en forme, qui va aller interroger les 25 témoins, qui va aller ensuite arrêter les méchants et ensuite aller en plus au tribunal pour raconter tout ce qu'il a fait comme un grand. Ça, non, ça n'existe pas. C'est plusieurs métiers. Et ça, il faut bien le comprendre, surtout quand on est jeune et qu'on veut se destiner vers finalement ces métiers qui sont représentés par les séries. Attention, faites bien attention, c'est plusieurs métiers. Alors, il y a le métier, on va dire, qui est celui de la constatation médicale. Donc là, forcément, il faut être médecin. Parmi les disciplines médicales qui ont une valence, on va dire, médico-légale, vous rencontrez dans les séries, vous avez le médecin légiste, vous avez l'anatomopathologiste, qui est un médecin qui fait des dissections, mais surtout qui regarde au microscope les organes, et ce médecin-là, lui, il peut être spécialisé de façon à nouveau complémentaire en médecine légale, c'est-à-dire que l'anatomopathologiste, son métier, c'est de rechercher des tumeurs, vérifier pour le chirurgien que c'est une tumeur méchante ou pas, pour que
le chirurgien décide d'opérer un peu plus ou pas. Quand il a une valence médico-légale, là le but c'est principalement de dater par exemple les lésions. Quand on a un bleu, on veut savoir si le bleu a quelque chose à voir avec le décès ou si c'est un bleu qui date de la veille, auquel cas ça n'a rien à voir. Et ça on peut le voir au microscope. Après vous avez le pharmacien ou le médecin qui peut faire de la toxicologie. Donc là ils vont intervenir dans les examens complémentaires de toxicologie. Vous avez le médecin ou le biologiste, fac de biologie ça marche aussi, qui peut faire de la génétique. Donc là, c'est principalement la recherche des empreintes génétiques, leur identification, développer la recherche en empreintes génétiques. Et puis, vous avez d'autres métiers, parce que bien sûr, on a besoin de personnes autour de nous. Vous avez déjà de base des policiers et des gendarmes qui, eux, sont sur le terrain, vont arrêter les méchants, vont appeler les médecins légistes, vont faire part à leur autorité de tutelle qui finalement est un magistrat, à nouveau un autre métier, qui lui va nous donner des ordres à nous. C'est-à-dire que le magistrat, que ce soit un juge ou un procureur, c'est lui qui nous dit allez sur place, ou faites l'autopsie, ou faites l'analyse toxicologique. Pendant une autopsie, je vais faire des prélèvements. Si je n'ai pas d'ordre de les analyser, ils ne seront pas analysés. Donc ça aussi, encore un autre métier qui intervient dans la chaîne. Et puis au final, vous avez les métiers de laboratoire, donc niveau BTS, licence, master, doctorat, tout dépend de ce qu'on va faire, et qui eux interviennent dans le quotidien pour justement aider à l'analyse. Quand on fait une analyse toxicologique, une goutte de sang, c'est pas comme dans les séries, on prend la goutte, on la met sur un bel ordinateur, et l'ordinateur vous sort un graphique merveilleux. Non, ça n'existe pas. Vous avez plein de préparations de votre échantillon de sang. Pour faire simple, votre échantillon, vous le passez dans une machine, l'échantillon est propre. Il n'est plus rouge du tout, il est transparent. Parce qu'on a extrait du sang les éléments qu'on cherche à analyser. Et donc, il y a toute une partie pré-analytique qui doit être faite. Et c'est sûr que une personne ne peut pas faire tout ça. Vous vous rendez bien compte que c'est totalement impossible. Et donc là aussi, on a des personnes qui interviennent. Et à niveau doctorat, là, on est dans la recherche pure et dure médico-légale. Donc, dans tous les domaines que j'ai énumérés, encore d'autres. On a de la biomécanique médico-légale aussi, où on a des physiciens qui interviennent, niveau ingénieur et autres, pour résoudre des problèmes simples ou compliqués, qui deviennent vite compliqués à chaque fois que je leur en parle, du genre, quelle est la force nécessaire pour qu'une bouteille se casse sur votre tête ? Il me regarde avec des grands yeux, m'expliquant que le verre, c'est pas si facile que ça. Donc, effectivement, après, comment on fait pour répondre à une question qui nous est posée par un magistrat qui, lui, voudrait bien le savoir et surtout qu'on lui réponde simplement. Donc, voilà. Donc ça, c'est pour ça qu'on fait la vulgarisation scientifique. Voilà, par le magistrat. Et donc cette vulgarisation, d'ailleurs, elle est importante parce que quand on rend un rapport, il faut qu'il soit compris. Si on reste hermétique dans l'explication, le rapport ne sert à rien. Et on a une partie aussi d'explication quand on va au tribunal. Quand il y a des procès d'assises, on est appelé, cité comme expert, et donc on vient expliquer tout ce qu'on a fait. Si on a fait l'autopsie, on va expliquer tous les éléments de l'autopsie et nos conclusions. Et ensuite, on a des questions qui nous sont posées. Est-ce que ça a pu se passer comme ci, comme cela? Des gestes qui sont montrés par celui qui a été arrêté et qui pourrait être le méchant. On essaye de voir si ça colle. On dit c'est compatible, pas compatible. Donc là aussi, pour que ce soit expliqué, il faut aussi vulgariser en utilisant des termes simples. Parfois, malheureusement, c'est pas si évident. On comprend très bien que sauter avec ou sans parachute, il y a une différence. Pour moi, c'est la même que, par exemple, secouer un bébé, l'avoir dans les bras comme ça lui fera rien. Le secouer violemment, ça peut le tuer. Pour des magistrats ou des avocats, des personnes qui n'ont pas l'habitude, même le promener en poussette pourrait le tuer. Donc là, nous, même si ça nous semble évident, il faut qu'on se base sur d'autres éléments un peu scientifiques pour appuyer notre expérimentation et notre conclusion. Et à ce moment-là, on peut effectivement arriver à des éléments. Donc vous voyez, ce sont des
métiers divers et variés. On a besoin de secrétaires aussi, hein, c'est important. Oui, parce que les rapports, des fois, ils font 15, 30, 40 pages. On a des photographes aussi, mais qui sont spécialisés en identification judiciaire. Par exemple, dans les services de police ou de gendarmerie, ce sont des personnes qui sont formées pour faire des photographies à visée judiciaire. Donc là aussi, il y a une façon de prendre les photos. Enfin, c'est très technique. Donc, vous voyez, plein de métiers. Super. Je vais vous proposer de leur poser des questions si vous en avez, parce que je suis sûr que vous adorez tous Sherlock Holmes, la police, Dexter, machin, tout ça. Je vais juste faire un petit... En fait, on a démarré le film un peu tard, on s'en excuse. Et surtout, il fait 2 heures. Voilà, il fait 2 heures, et il y a Anaïs qui a une présentation de livre assez spéciale, donc on va peut-être prendre qu'une ou deux questions, je suis désolé. Mais c'est pas grave, après on continue à discuter, vous savez, les questions, en buvant et en mangeant, tout ça. Très rapidement, concernant l'utilisation des mathématiques dans les enquêtes judiciaires, en général, ce sont des mauvais mathématiciens qui appliquent des bonnes mathématiques et en déduisent forcément des conclusions fausses. C'est ce qu'a souligné Henri Poincaré dans l'affaire Dreyfus, lorsque Bertillon, que vous avez cité tout à l'heure, a fait une analyse statistique des écritures de Dreyfus et du fameux Eskenazi, qui était le vrai traître. Il a fait une étude qui a condamné, aggravé la situation de Dreyfus, et il a fallu que la famille fasse appel à un bon mathématicien, en l'occurrence Henri Poincaré, avec 2 autres collègues, qui a fait un rapport extrêmement court, une douzaine de pages en gros, très bien rédigé. Ceux qui veulent faire un peu d'analyse historique peuvent le regarder, c'est très très bien écrit, et il a conclu évidemment à la fausseté totale de l'analyse de Bertillon. Attends, Jean-Pierre, rapprochez-vous l'un de l'autre, parce qu'il n'y a plus qu'un micro là-bas, et comme ça, puis pour la caméra, c'est mieux. Voilà. Effectivement, je voulais revenir sur mon jugement un peu caricatural en évoquant justement effectivement l'affaire Dreyfus et le fait que ce sont des mathématiciens qui sont montés au créneau contre ce qu'avait imaginé Bertillon, le système de l'autoforgerie. Effectivement, ce sont Henri Poincaré et Paul Painlevé qui ont écrit un rapport contre Bertillon à ce moment-là. Donc tout de même, les mathématiciens sont quand même utiles. Donc moi, j'avais évoqué tout à l'heure la littérature policière, mais dans la réalité, les mathématiciens sont peut-être pas si méchants que ça. Hein. J'avais une question aussi pour vous. Parce que vous disiez tout à l'heure que Conan Doyle avait dans ses livres imaginé des méthodes scientifiques, enfin des pseudo-méthodes scientifiques, parce que ça sortait de son imagination, pour découvrir des traces, etc. Et alors, comment est-ce qu'il avait eu toutes ces idées? Est-ce qu'on a pu reconstituer? Comment est-ce qu'il avait, où est-ce qu'il était allé chercher toutes ces idées? Il ne les a pas eues comme ça, en claquant les doigts, j'imagine. Arthur Conan Doyle était médecin et donc il a fait ses études à Édimbourg et il avait notamment un professeur, le professeur Joseph Bell, dont il s'est inspiré pour créer le personnage de Sherlock Holmes. Et donc effectivement, ce professeur Joseph Bell, quand effectivement il donnait des cours auprès de ses étudiants, il y avait un cadavre qui pouvait arriver, il faisait tout un ensemble de déductions en regardant sous les ongles s'il y avait des poussières et en faisant des déductions par exemple à partir de ces poussières. Et c'est en grande partie à partir de ce qu'il avait appris dans ses cours de médecine qu'il a pu faire un détective scientifique, quoi. Disons, il a utilisé ce qu'il avait vu en médecine pour le mettre en application chez un détective. Le fait qu'il y ait un détective qui analyse des traces de boue, qui utilise des empreintes digitales, tout ça, ça n'existait pas dans les enquêtes habituelles de la police, quoi. C'est là où il est un précurseur. Merci Jean-Pierre. Ouais, j'ai une dernière question pour Jean-Sébastien, du coup, peut-être en rapport au film pour conclure. On nous parle d'acide sulfurique, de canari jaune, enfin blanc en l'occurrence. Asphyxiation. There is only one substance that can turn a copper ring green and bleach the color out of canaries. Chlorine gas. Peut-être un petit mot sur l'aspect scientifique de l'enquête qui nous a été présentée. Alors pour les faits,
du chlore. Oui, ça, des grosses concentrations de chlore, c'est potentiellement mortel. Jusqu'ici, ça va. Maintenant, changer la couleur du canari, je suis pas persuadé. De base, à mon avis, ça doit être autre chose. Après, sur l'explication elle-même, milieu confiné, déjà le gros problème, c'est l'asphyxie de base, avec le taux de CO2 qui va augmenter, parce que la pompe, là, elle est jolie, mais je ne sais pas comment ils arrivent à véritablement faire le changement. Donc sur le plan scientifique, c'est discutable, ils ont bien fait de le donner aux Allemands, en fait. Bon, super. Alors, on va s'arrêter là. Vous savez, depuis 3 ans, Anaïs, qui travaillait à la librairie Caribe jusqu'à là, nous présentait des livres en rapport avec le film et le débat. Et en général, elle venait avec 3 livres. Là, je ne sais pas pourquoi elle nous en a amené une pile. En fait, si, je sais pourquoi, parce que je reconnais certains livres. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Anaïs, elle va arrêter de venir nous présenter des livres parce qu'elle part sur une autre voie. Tu pourras peut-être même nous dire ce que tu vas faire. Et donc, elle nous fait un peu un best-of de livres qu'elle nous a présentés pendant 3 ans. Je crois que c'est ça que tu veux faire, un peu des petits flashs retour sur les 3 années de présentation de livres. Et je voulais prendre l'occasion pour te remercier parce qu'à chaque fois, ça nous donnait des ouvertures, des découvertes de romans assez extraordinaires. Je te remercie. Merci à toi. Oui, voilà, c'est un peu un hold-up. Alors d'une part, moi non plus, je suis pas super fan de Sherlock Holmes, et du coup... Tu vois, on a un point commun comme ça. Mais tu connais pas non plus Tarquinini, mais ça, je trouve ça extraordinaire. Quoi. Et du coup, ce soir, c'est mon dernier soir pour la librairie Caribe. Je quitte la librairie demain pour m'envoler vers d'autres aventures en bibliothèque. Et du coup, je fais un hold-up. Sur toute cette pile de bouquins, il n'y en a pas un qui parle de Sherlock Holmes. Et je fais un petit retour, je vous fais un best-of. Ça fait 3 ans que voilà, je profite des films, je profite des débats, des invités, etc. À chaque fois, c'est passionnant. Et je me suis dit, voilà, j'avais envie de revenir sur des grands thèmes. Il y avait les extraterrestres, les rencontres du 3e type. Je vous avais parlé de grands classiques, genre Stalker, Solaris. Et j'avais tout de suite planté ma réputation en présentant 029 Marie de Franck Manuel, du sexe et des aliens. Ça, tout de suite, ça avait plu. Ah, c'est génial celui-là. Ensuite, il y avait les algorithmes de l'amour. Ça, c'était tout ce qui avait trait aux intelligences artificielles, au clonage, aux créations de l'homme par l'homme. Et je vous avais présenté 2 fois la ménagerie de papier, tellement je l'avais aimé. Jamais 203, je vous le fais une 2e fois. C'est un recueil de nouvelles qui est absolument magnifique. C'est de Ken Liu. C'est un peu à la manière de Greg Egan, mais avec un supplément d'âme, quelque chose qui touche parfois au fantastique, qui est juste absolument magnifique. Vous avez le vertige scientifique et le fantastique et l'âme en plus, ça vaut le coup. J'avais présenté Blade Runner de Philippe K. Dick, mais pour quelqu'un qui connaîtrait déjà Blade Runner, vous avez Des larmes sous la pluie de Rosa Montero. C'est l'histoire d'une réplicante, ça se passe dans l'univers de Blade Runner, d'une réplicante de combat qui est détective privée. Alors comme ça, je reviens un tout petit peu dans le truc. Mais bon, l'intérêt du bouquin, c'est pas tant qu'elle résout des énigmes qu'elle a un tatouage qui lui fait une ligne le long du corps. Et moi, je trouve ça trop cool. Ouais, tu sais, tu peux toujours le faire. C'est possible, ça. Hein. C'est dans l'univers du possible. Il y avait des histoires de scientifiques. J'avais présenté notamment Rendez-vous avec Rama, qui avait été validé par Roland Lehoucq. Et ça m'avait soulagé parce que c'était pas évident de présenter un truc scientifique devant avec Roland le label Lehoucq, c'est pas mal, ça. Ouais. Et j'avais présenté aussi Le principe de Jérôme Ferrari. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un extrait de biographie d'Eisenberg, romancé, bon, évidemment, c'est hyper beau. On touche un truc un moment eureka, un moment de lumière du scientifique et la façon aussi dont le monde le rattrape. J'avais présenté ça, alors ça c'est énorme, Mojave Epiphany de Ewen Chardonnay. C'est l'histoire secrète du programme spatial américain. C'est pas du tout un roman, ça se lit complètement comme un roman.
c'est des mecs qui font péter des fusées au fond de leur jardin, qui révolutionnent les carburants, etc., avec absolument aucun diplôme, rien, et qui se retrouvent à vendre des brevets à l'armée américaine, etc., expérimenter des trucs de fou en termes aussi de spiritualité, etc. Il y a Ron Hubbard qui emprunte $10 000 à Alain et qui se barre avec sa femme, enfin voilà. Super. C'est hallucinant. On avait parlé de voyage dans le temps plusieurs fois sur plusieurs films, donc j'en profite pour parler de Cookie Monster de Werner Vinge, quand notre perception du temps est étrange. J'en dis pas plus parce que là le livre est très court. Si je vous explique de quoi ça parle, je vous casse le truc. Je vous avais présenté Booming du western quantique. Ah oui. Est-ce qu'il y a besoin d'en dire plus? Western quantique, non mais je vous assure, c'est super celui-là. Si vous aimez la mécanique quantique, vous pouvez lire ça, c'est vraiment génial. Aussi. C'est juste top. J'avais parlé aussi, on a eu plusieurs fois des trucs de réalité qui fichent le camp. Donc il y a évidemment Ubik de Philippe Cadic, qui est un grand classique. Et j'avais parlé aussi des Fleurs du karma de Tommaso Pinchot. Plusieurs réalités qui tournent autour d'un homme qui ne prononce pas les voyelles, il ne parle qu'en consonnes. Et Refuge 3.9 de Anna Starobinets, c'est un télescopage de l'Europe d'aujourd'hui, version un peu déglingue, avec des clochards, des hôpitaux psychiatriques, des choses un peu dures, et l'univers des contes russes, Baba Yaga, sa maison sur pattes de poule, etc. Et les deux se télescopent et on ne sait jamais où on est. C'est absolument fabuleux. Et je m'arrête là, je précise que j'en ai encore plus. C'est quoi le chouchou des chouchous des chouchous? On reste parce que là c'est la dernière fois. Ah non, chaque fois il y a un chouchou, donc il faut quand même le chouchou je sais pas, de la vingtaine de cinéclubs. Est-ce qu'il y en a un, celui que tu dois emmener sur une île déserte pour voilà. C'est trop dur. C'est trop dur, hein. Celui-là. Ah d'accord, voilà, donc vous savez, c'est celui-là. Très bien, on les laisse là, vous pouvez passer les voir. Et j'ai aussi le livre que vous aviez présenté avec Cédric quand vous êtes venu à la librairie. Donc c'est pareil, la sélection de Jean-Philippe et de Cédric sera sur la table. Et ils sont bien les livres qu'on a choisis. Alors, juste avant de finir, comme c'est la dernière fois qu'Anaïs est là, je voulais, au nom de l'Institut, te remettre ça. C'est un truc qu'on remet à l'Institut aux gens qu'on aime beaucoup, parce que c'est un truc qui fait partie de la collection. On a fait en impression 3D de la collection des modèles de la bibliothèque. Et on en a fait une série limitée tous les ans. Et donc voilà, on voulait t'offrir ça pour que tu te rappelles de l'Institut Rue Poincaré, là où tu seras. Et puis d'ailleurs, tu peux venir ensuite au Ciné-Club. C'est ouvert à tout le monde, comme tu sais. Il suffit de s'inscrire sur le site web et tout ça. En une demi-heure. Voilà, en une demi-heure. Bon après, tu peux t'arranger, mais tu es la bienvenue pour, même si sans livre, pour venir nous continuer à nous voir. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je te fais la Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup pour cette soirée qui a été un petit peu mouvementée par toute l'actualité et tout ça. Et donc, on se retrouve là, comme d'habitude, pour boire et manger, et continuer à discuter. Et le mois prochain, on se retrouve pour... comment s'appelle le film ? The Big Short. On va polémiquer, on aura des économistes orthodoxes et hétérodoxes. Et vous savez, quand ils sont ensemble dans la même salle, ça peut diverger. Merci beaucoup.